Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici donc à Louvre-Lens Valais donc avec vous. Donc c'est un événement hybride. On va parler de créativité d'une part et on va aussi parler de d'autres outils numériques. Donc notamment on va parler de l'IA, on va parler aussi d'autres technologies. À la fois au sein de ce qu'on peut faire au sein d'une entreprise, en termes d'outils de collaboration, vous allez voir différentes choses qu'on peut faire. Il y a une autre partie qui est raccrochée entre guillemets à la suite de la créativité, c'est plus dans le domaine industriel aussi, pour voir un peu ce qu'il est possible de faire avec le numérique, des nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle notamment la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, aussi l'IA, les objets connectés. Et on va terminer, parce qu'on est comme dans un lieu qui a pour objectif de promouvoir la culture, sur tout ce qui est art et IA, et voir ce qu'il est possible de faire. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Donc, ce que je vous propose, on va avancer un petit peu sur la suite. Alors, très rapidement, je vais faire une petite présentation. Je suis Dimitri Carbonel, je suis fondateur de Libosphère. Et en fait, il y a plusieurs domaines dans lesquels je travaille. Le premier, c'est tout ce qui est, donc on en a parlé là, innovation plus numérique, technologique, donc l'IA, l'IoT, etc. Il y a un autre domaine qui peut parfois sembler un peu contradictoire, mais qui est lié, c'est tout ce qui est innovation durable. L'objectif, c'est de trouver aussi des solutions qui permettent notamment à des entreprises par exemple, de réduire leur impact en termes environnementaux, de développer de l'économie circulaire, par exemple, ou de réduire aussi leur impact numérique. Et d'ailleurs, c'est un lien entre les deux parce que d'un côté, le numérique peut servir de levier environnemental. Quand je dis ça, ça signifie réduire les consommations, d'autres choses. Et puis, le numérique a aussi un impact. Donc, il faut faire bien sûr attention à éviter de créer des usines à gaz derrière de pouvoir, donc quand effectivement on utilise le numérique, c'est le faire de manière consciente et de faire un bon équilibre entre les avantages d'un côté et les inconvénients. Donc, je réalise pas mal, je travaille pour pas mal d'entreprises différentes, quelques-uns notamment dans Champagne, puisqu'il y a Moët Hennessy et d'autres. Je fais pas mal d'expertise. Et puis là, j'ai terminé un livre qui sera normalement publié donc à la rentrée, qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance. Alors, ça peut faire peur. L'objectif, c'est pas du tout au contraire de pousser à se dire tiens, il va y avoir un effondrement. Très rapidement, en fait, c'est divisé en 4 parties. Une partie qui est quelles sont les fragilités qu'il y a sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan évidemment écologique. Et puis ensuite, de voir que ce qu'apportent les technologies, mais quelles sont leurs limites et les risques qu'elles apportent. Et enfin, parce que je suis quand même quelqu'un plutôt d'optimiste, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour atténuer notre impact. Et le dernier point, c'est comment on peut s'adapter. Et notamment, quand je dis s'adapter, il y a une proposition, c'est ce que moi j'appelle une société boule de Guy, qui est très fortement fondée sur les territoires, parce que je crois beaucoup à la résilience des territoires. Et ce livre aussi, pour moi, c'est une manière aussi de marier justement un peu les deux passion que j'ai, c'est à la fois la partie innovation, donc tout ce qui est numérique et technologique, mais aussi évidemment innovation durable, parce que la technologie, pour la technologie, ça ne sert pas grand-chose, il faut que c'est du sens. Et surtout, ces temps-ci, ce qui est important, c'est aussi du sens à la fois pour nous, mais aussi de manière plus globale pour la planète. Donc, on va poursuivre sur le premier sujet, qui est donc tout ce qui est la partie collaboration. Et alors, peut-être avant, faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors ça, il y a un léger décalage avec, voilà. L'intelligence artificielle, en fait, il y a, grosso modo, on peut dire que c'est comme un programme informatique qui est capable, en fait, d'apprendre par lui-même. Mais c'est un programme informatique, au départ. C'est des maths derrière, c'est assez simple, donc il ne faut pas non plus en avoir plus que peur, parce que c'est un peu parfois le risque que l'on a. Et il y a 3 types d'usages principaux qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle. Le premier, c'est tout ce qui concerne la perception. Donc, la perception, c'est des choses qui sont assez logiques. Vous avez une image, vous allez pouvoir détecter à l'intérieur, par exemple, qu'il y a un train ou autre chose. On va pouvoir utiliser ça notamment dans des véhicules. Mais lorsque vous allez utiliser votre téléphone et qu'il va y avoir de la reconnaissance vocale, là aussi, c'est la perception qu'il va y avoir. Il va percevoir les sons et puis il va les transformer ensuite donc effectivement après en mots et puis après en requêtes potentiellement.
La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne en fait la décision. C'est un exemple concret. Imaginons que vous soyez alors là sur le plan industriel, mais ça peut être aussi dans le domaine bancaire ou d'autres. Vous allez avoir des produits et puis l'intelligence artificielle va dire bah, tiens, est-ce que là, ce produit il est bon, il n'est pas bon, est-ce qu'il est, ou au contraire, il y a un souci. Un des usages qu'on va le voir, qu'on a aussi, c'est dans le domaine du véhicule autonome, même s'il ne va pas arriver tout de suite. Mais dans le cas du véhicule autonome, c'est un peu ce paradoxe où on se dit, bah, tiens, voilà, j'ai un véhicule autonome, il y a des personnes qui sont face à moi. Est-ce que, et soit, entre guillemets, je crache la voiture et potentiellement, effectivement, je décède, mais je laisse la vie sauve, effectivement, aux piétons qui sont face à moi. Ou de l'autre côté, malheureusement, je fonce dessus, il meurt, mais pas moi. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Si pour vous, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier? Alors, vous pouvez lever la main, je vous dirai. Donc, quelles sont les personnes ici, donc si vous étiez dans un véhicule autonome, qui privilégieraient donc, les piétons? OK. Donc, qui privilégierait donc les passagers? Vous pouvez lever la main. D'accord. Donc, il y a pas mal qui sont en abstention, en fait, apparemment. C'est comme les régionales. En fait, ce qu'on voit, c'est que si on privilégie effectivement le piéton, et notamment, c'est la question que s'est posée Mercedes, c'est qu'en fait, on n'a aucun contrôle sur ce passager. Et en fait, la seule personne sur laquelle on a le contrôle, c'est en fait on n'a aucun contrôle sur le piéton, mais on a un contrôle sur le passager. Et donc, ils vont plutôt privilégier en fait la sécurité du passager plutôt que celui du piéton. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ce genre de cas arrive. Enfin, si jamais un jour le véhicule autonome se propage, on fera attention pour qu'il soit suffisamment sûr pour que ce type de question n'arrive quasiment jamais. Donc, en fait, souvent, c'est un faux problème. Il y a un troisième axe au niveau de l'intelligence artificielle qui est important, c'est justement de découvrir. Parce que, à la limite, si vous avez un GPS, à force de l'utiliser, on perd un peu le sens de l'orientation. Parce qu'on, voilà, c'est comment dire, une habitude ou une faculté qu'on va utiliser. Et donc, on a tendance parfois à se reposer en fait sur nos outils, le numérique et potentiellement sur l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle peut être utilisée d'une autre manière pour découvrir de nouvelles choses. Donc là, par exemple, c'est un exemple où vous allez voir, donc c'est un dessin animé de Walt Disney. On voit peut-être pas très bien, mais en fait derrière, en dessous, on va voir différents types de styles qui vont être appliqués dessus. Et en fait, ça peut, imaginons, ça peut vous permettre après de découvrir, voilà ce qu'on voit ici. Ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles manières soit de peindre, et on va voir quelques exemples par la suite. Mais utiliser l'intelligence artificielle pour proposer d'autres possibilités. C'est notamment l'exemple d'André Manoukian, qui propose à des artistes de venir avec leur musique et quelques idées, par exemple de variations. Et après, il va y avoir une intelligence artificielle qui va proposer une panoplie de possibilités. Et ensuite, bien sûr, c'est le compositeur qui va dire bah, tiens, ça c'est intéressant, bon là c'est pas terrible, mais en revanche il y a ce truc là qui est intéressant, donc je vais développer, et ça pour le coup c'est complètement nul, ça sert à rien de l'utiliser. Et donc on utilise l'intelligence artificielle comme un moyen de découvrir de nouvelles choses, et ça souvent c'est quelque chose qu'on oublie. On va voir. Alors maintenant, si on regarde l'intelligence artificielle, on pourrait comparer ça à une sorte, comme pour l'électricité, comme une sorte de moteur. D'un côté, bah, évidemment, l'électricité, ça permet de transformer une pompe qui est manuelle à quelque chose qui est électrique, donc vous n'avez plus besoin de force musculaire. Si maintenant on utilise l'intelligence artificielle, en fait, ça vous permet de transformer donc, une pompe qui n'est pas nécessairement qui est, entre guillemets, stupide, à une pompe intelligente. Alors, quel est l'intérêt? Bah, imaginons que vous ayez plus d'eau. Eh bien, une pompe électrique va continuer à pomper, potentiellement faire chauffer le moteur et ça va casser. En revanche, une intelligence artificielle va, effectivement, pouvoir l'évaluer, mais même potentiellement pouvoir faire un diagnostic s'il y a un risque de surchauffe ou d'autres choses comme ça. Et donc, on va pouvoir réagir et s'adapter en fonction du contexte et de l'environnement. Donc, on va poursuivre. Alors, l'intelligence artificielle aussi
souvent on a dit, oui, on dit, ah, il y a l'intelligence artificielle. En réalité, il y a une multitude d'intelligences artificielles possibles. Et grosso modo, on va voir 3 domaines différents. Le premier, c'est l'intelligence artificielle un peu des débuts, qui est, moi je dirais, une intelligence artificielle un peu symbolique, mais qui est top-down, en fait, grosso modo, qui va vers le haut, pardon, vers le bas, et qui va, en fait, on va écrire un certain nombre de règles et on va en déduire un certain nombre de principes. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une autre intelligence artificielle qu'on appelle notamment, qu'on tourne autour du machine learning, deep learning, où on va en fait utiliser un très grand nombre d'exemples et on va en extraire, on va induire, entre guillemets, un certain nombre de concepts. On va prendre un exemple après. Et ces intelligences artificielles, en fait, vont être regroupées, vont être utilisées, par exemple dans un robot, ou ça peut être tout simplement, il y a pas mal d'enceintes connectées, donc là on peut l'utiliser aussi dans des enceintes connectées, et dans un véhicule autonome. C'est là-dedans qu'on va les utiliser. Et en fait, c'est pas, quand on parle d'une intelligence artificielle, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, il y a plein de mini-programmes informatiques qui apprennent par eux-mêmes, qui vont, entre guillemets, coopérer les uns avec les autres, et souvent ce qu'on appelle des agents, les uns avec les autres. Et donc, ça change un petit peu de la perception qu'on peut avoir. Alors, on va prendre un exemple concret. Imaginons que vous nourrissiez, entre guillemets, une intelligence artificielle. Alors là, je parlais de ce qu'on appelle des réseaux neuronaux d'images, où d'un côté, vous avez des lions, et de l'autre côté, les images où vous n'avez pas de lion, c'est autre chose. Donc, vous le nourrissez, et donc, il va apprendre au fur et à mesure à faire sa distinction entre les lions et ce qui n'est pas un lion. Ensuite, vous allez proposer un certain nombre d'images, et ces images vont... ces images, en fait, vont être traduites en, bah tiens, ça correspond grosso modo à ce que j'ai vu auparavant, c'est un lion. Donc, le système, c'est ça. C'est que d'un côté, on entraîne une intelligence artificielle, il va apprendre à partir d'un certain nombre de caractéristiques, et ensuite, quand on va lui représenter d'autres images, il va pouvoir en déduire que c'est un lion. Et l'avantage que ça par rapport à avant, c'est que vous n'avez pas besoin de dire ah oui, un lion, il y a tel ou tel type de caractéristiques, je sais pas, il a une grande crinière, etc. On n'a pas besoin de lui dire ça, ce qu'il fallait faire auparavant. Là, il suffit de lui envoyer des images. En revanche, il faut lui envoyer beaucoup d'images pour qu'il arrive à le comprendre. Alors attention, parce qu'il y a comme un risque par rapport à ça. On va le voir pas après. Alors, on va voir l'image après. Alors, il y a un proverbe qui dit garbage in, garbage out. Ça veut dire quoi? C'est si on met des choses ou des données qui n'ont aucun sens ou qui sont fausses dans l'intelligence artificielle ou dans les réseaux neuronaux, derrière, on va voir que des choses qui ne correspondent en fait à rien du tout, quoi, qui n'ont aucune valeur. Et on va reprendre l'exemple qui suit. Eh bien, si vous présentez, comme l'image qu'on a vue tout à l'heure, si vous présentez des images de savane et qu'à l'intérieur, il y a un chat, eh bien, l'intelligence artificielle va dire que c'est un lion. Et inversement, si vous présentez un lion, par exemple, dans une maison, eh bien, il va dire que c'est un chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle n'a aucun bon sens. Elle va voir, imaginons, plein d'images avec des savanes et elle va dire, bah, tiens, s'il y a de la savane, c'est que c'est un lion. Et si, par exemple, c'est dans un domicile, pouf, c'est un chat. Et il va complètement se tromper. Et ça, il faut faire attention parce que de manière générale, eh bien, encore une fois, l'intelligence artificielle n'a pas de bon sens. Et on se dit, bah, tiens, ça va peut-être fonctionner parce que, pour donner un exemple, on va montrer chaque fois des images avec des savanes et des lions, il n'y a pas de souci. Donc, on va se dire, bah oui, aucun problème. Puis, pouf, une image qui est un petit peu différente de ce qu'il voit habituellement, il va complètement se tromper. Donc, il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Alors, il y a un exemple concret où on peut complètement tromper le bon sens d'une intelligence artificielle. Il y a une technique qui est toute bête pour faire planter une intelligence artificielle, c'est, et notamment un véhicule autonome, c'est vous tracer, en fait, à la craie, une ligne discontinue à l'extérieur et une ligne continue à l'intérieur. Et donc, évidemment, vous le faites avant. Donc, le véhicule autonome rentre à l'intérieur, et puis, bah, parce qu'il peut, puisque c'est une ligne discontinue, mais quand il rentre à l'intérieur du cercle, bah, il ne peut plus sortir. Parce que s'il sort, évidemment, c'est illégal.
puisque effectivement, c'est une ligne continue. Évidemment, si vous êtes dans telle situation, vous ne faites pas avoir. Seulement, vous allez rouler par-dessus, effectivement, les lignes discontinues et continues, et puis vous allez continuer. Pour un véhicule autonome, ce n'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que alors je prends un autre exemple, imaginons que ce soit un véhicule, parce que là, ça limite, c'est théorique, mais imaginons que vous soyez dans un véhicule autonome et qu'il y a un véhicule qui est bloqué, qui est en panne, et que vous avez une ligne continue à côté de vous. Hein. Si le véhicule autonome dit, tiens, à ce moment-là, je vais dépasser. Hein. Donc, il ne respecte plus la loi. Donc, ça veut dire qu'on lui dit, tiens, tu as le droit de ne plus respecter la loi. Mais dans quel cas il a le droit de respecter la loi et dans quel cas il n'a pas le droit de respecter la loi? D'ailleurs, ça devient un premier problème. Et deuxièmement, c'est un véhicule qui passe dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus hors de la loi et qu'il percute. Donc, ça pose aussi un autre problème. Donc, on voit là une limite, typiquement d'un exemple d'intelligence artificielle, une limite parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un humain qui prenne cette décision, qui prenne aussi la responsabilité de faire ça. Et d'où toujours l'importance effectivement de ça. Il y a plein de situations où l'intelligence artificielle, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas où effectivement il faut transgresser la règle parce que sinon on ne s'en sort pas, que l'intelligence artificielle, elle, pour le coup, elle a beaucoup plus de mal. Et surtout, encore une fois, elle n'a pas de bon sens. Et là, c'est un autre exemple où si l'intelligence artificielle va avoir du mal à deviner où se trouvent les chiens. Nous, on le voit tout de suite. Mais là, d'un côté, est-ce que c'est une sorte de muffin ou est-ce que c'est un chien? Il va avoir énormément de mal à le définir. Et il y a des choses pour nous qui sont évidentes, pour être beaucoup plus compliquées pour lui. Après, il y a d'autres choses aussi, inversement, que l'intelligence artificielle va être capable de détecter. Et l'exemple qu'on connaît, c'est par exemple des scanners de radiologie. Si on nourrit beaucoup une intelligence artificielle de scanner, évidemment, c'est toute l'expérience de radiologue auparavant dont il va bénéficier. Il va pouvoir détecter un certain nombre peut-être de maladies qu'un autre radiologue n'aurait pas vues. En revanche, si tout à coup il y a un nouveau cancer qui arrive, l'intelligence artificielle sera incapable de l'identifier. Et donc, il faut beaucoup plus voir ça comme un complément. L'intelligence artificielle, c'est parfois je le compare, c'est comme une sorte entre guillemets de bleu qui est parfois qui peut être très intelligent et peut avoir des éclairs de lucidité, mais qui peut aussi être complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il faut toujours le considérer comme quelque chose qui est complémentaire. Alors maintenant, on va parler donc de tout ce qui est créativité, mais collaboration aussi au sein d'une entreprise. Alors on va dérouler, on peut le mettre après en plein écran, mais on va voir le petit exemple. Je ne sais pas pour les personnes ici qui ont Microsoft Office. Alors, il y a d'autres exemples. Mais ici, par exemple, alors ils ont racheté LinkedIn, mais vous pouvez créer automatiquement votre CV à partir de LinkedIn. Alors ça, c'est une première chose. Vous pouvez appuyer encore une fois dessus. Ouais, voilà. Et donc, ce qui va se passer, il va créer automatiquement donc, le CV. Bon, ça, c'est une chose. Mais en plus, on va voir par après, il est même capable d'analyser le CV et de dire, tiens, ce CV, en général, par rapport à d'autres, il y a tel ou tel type de terme qui existe déjà, qu'on utilise très souvent. Donc, il faudra peut-être que vous le mettiez dans votre CV. Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un autre exemple ici. Vous avez une présentation PowerPoint et il va vous traduire complètement. Ça existe déjà. Donc, si vous avez Microsoft Office, ça fonctionne. Il va le traduire complètement en anglais, en chinois ou n'importe quelle autre langue. Et l'ensemble du. Bien sûr, il faut toujours vérifier ensuite, parce qu'il y aura toujours parfois des erreurs. Autre chose, moi, ça me fait gagner pas mal de temps. Vous mettez plein d'images dedans, vous jetez vos images dessus, pouf, il va directement les remettre dans le bon ordre, ce qui fait gagner pas mal de temps. Et après, donc, alors ça, c'est un autre. Oui, alors d'autres exemples aussi, c'est même par exemple si on met des dates, il va pouvoir faire une sorte de calendrier, de ce qu'on appelle une timeline, enfin de planning automatiquement parce qu'il va identifier que ce sont des dates. Et chaque fois, c'est effectivement gagner pas mal de temps. Donc voilà, alors ça c'est quelques autres exemples. Et après, on verra aussi par la suite, ça marche aussi avec Excel. Voilà, c'est l'autre exemple Excel. Vous avez plein de données, vous dites, tiens, mais comment est-ce que je peux représenter ces données? Je n'ai aucune idée, un graphique, je ne maîtrise pas trop. Eh bien là, il va proposer un certain nombre de graphiques qui sont pertinents par rapport à vos données et vous les montrer exactement de certaine manière. Alors pourquoi je vous ai montré ça? Parce que ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, mais en fait, de plus en plus, c'est utilisé dans nos propres outils. Et l'autre chose aussi, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc, si par exemple, vous travaillez et vous mettez 3 heures pour faire une présentation, bon, c'est très bien. Mais par exemple, potentiellement, quelqu'un peut utiliser aussi ce type d'outil. Et alors, encore une fois, ça ne va pas faire la présentation,
mais ça va vous faire gagner juste un temps fou au lieu de mettre 3 heures pour faire, je sais pas, mettre l'ensemble des, je sais pas, imaginons des images à droite, à gauche, etc. Vous allez mettre 3 minutes pour choisir, et après vous pouvez travailler par-dessus sur véritablement le contenu. Donc c'est intéressant quand même de s'y intéresser, de voir exactement comment on peut utiliser les outils, parce que ça fait gagner un temps précieux en sachant les utiliser. Alors, ça, c'est un autre exemple. Lorsque, par exemple, les personnes veulent créer une offre d'emploi, et donc on va dérouler une petite vidéo. Alors, vous mettez un certain nombre de mots, donc voilà, et puis automatiquement, il va remplir une description complète des différents mots en disant, bah voilà, je veux quelqu'un, je sais pas, qui soit innovant, qui connaisse tel ou tel type de choses. Ouf, il va automatiquement donc le remplir en fait ces différentes informations. Et il va même, après les rien, on va voir par la suite, mais il va même pouvoir vous dire, bah tiens, là, cette information-là, en fait, peut-être que c'est trop, on va peut-être rajouter des, je sais pas, des éléments, imaginons que vous mettiez que des personnes, enfin que ce soit que des hommes, par exemple, il dit, bah tiens, il faudrait peut-être aussi que vous mettiez aussi, que ce soit beaucoup plus équilibré en termes de texte. Encore une fois, il faut bien faire attention, hein, c'est qu'un outil ou une aide, c'est vous qui décidez à la fin. C'est pas lui qui décide, ou c'est pas, enfin d'ailleurs pas lui, c'est une chose, hein, c'est un programme informatique, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Hein. En revanche, et donc vous pouvez l'utiliser, ça fait gagner du temps. Et après, il faut garder son esprit critique en se disant bon là c'est pertinent, là c'est pas pertinent. Mais c'est vrai que ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et le deuxième chose aussi auquel il faut faire aussi très attention, hein, parce que malgré tout c'est un peu le risque hein, de l'IA, c'est que si vous l'utilisez tout le temps et vous dites bon bah au final ça a l'air bien, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez. Grosso modo, en fait, vous apportez plus de valeur ajoutée à votre propre texte. À ce moment-là, la question c'est bah, à quoi vous servez quoi. Enfin, je suis un peu caricatural, mais si c'est uniquement pour appuyer un bouton, c'est pas super intéressant. Donc, ça signifie, et c'est pas toujours évident hein, de se poser la question bon, quelle est moi la valeur ajoutée que je peux apporter par rapport à ce type de programme ou de choses. Ce qui est parfois pas toujours évident parce que parfois on reste un peu dans notre routine habituelle, on dit bon allez je fais comme d'habitude. Là tout à coup vous avez un outil qui est capable de faire pas la même chose que vous, pas le même truc, mais qui est capable de faire ça dépend des cas, 50-80% du boulot, qui est capable de dégrossir un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est un des risques. Alors ça, c'est un autre exemple hein, où effectivement vous êtes capable aussi même c'est capable, c'est un autre outil qui s'appelle GP3 qui est capable de programmer carrément comment dire, des applications. Hein. Et à la limite, on pouvait passer par-dessus parce que c'est pour la suite. Hein. Et là, c'est un autre exemple. Hein. Et là, on peut encore aller la suite. Hein. Voilà. Et après encore. Et là aussi, c'est un autre système qui permet automatiquement de créer une interface. Vous dites, ah bah tiens, il y a tel site qui me plaît bien. Bah, je vous crée un site qui est similaire à ça, mais qui est sur un autre sujet. Donc ici, par exemple, c'est un site qui s'appelle Stripe. Il faut appuyer dessus. Hein. Ouais. Voilà. Et voilà. Et à ce moment-là, il va faire un site qui est similaire. Donc ça, c'est sur la partie IA. Après, maintenant, on va parler plus d'outils de collaboration. Et il y a plein d'outils, hein, parce qu'évidemment, on est souvent à distance. Hein, et c'est pas toujours évident non plus de faire soit des workshops, des brainstorming effectivement avec d'autres. Il y a pas mal d'outils qui existent. Hein, et notamment ici, il y en a plusieurs hein, que j'ai indiqué, comme Miro, Klaxoon et Mural. On peut lancer Mural. Donc là, c'est un outil hein, qui est comme en fait un tableau blanc. Et donc, vous allez avoir plein, effectivement, d'éléments comme ça, et vous allez pouvoir les trier directement. Hein. Il y a pas mal d'outils qui sont gratuits. Hein. Vous allez pouvoir collaborer directement en ligne avec ce type d'outils. Hein. Et c'est pratique parce que bah, ça vous permet, souvent on a besoin d'images, hein, justement de travailler ensemble avec des grands tableaux en disant, bah, tiens, je sais pas, imaginons que ce qu'on va faire comme programme demain. Vous pouvez commencer à jeter un peu vos idées hein, en ligne, à partage, à distance. Et après, structurer tous ces éléments-là, les trier, et après aboutir effectivement à ce type de résultats. Donc ça, c'est un exemple aussi de comment on peut utiliser le numérique pour collaborer ensemble, y compris à distance, ou en mode hybride, un peu comme on est en train de le faire ici. Hein. Donc là, c'est un autre exemple, c'est d'autres exemples d'outils aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a de plus en plus d'outils qu'on appelle low-code et no-code.
problème, c'est qu'il faut savoir parfois programmer des outils. Et ce n'est pas toujours évident. Ici, hein, il y a plusieurs exemples. Il y a un premier qui s'appelle Figma, qui permet de créer des applications, alors le design des applications. Il y a un deuxième aussi qui est très utile pour collaborer en équipe, ça s'appelle Notion. C'est notion.so, hein, le site. Et ça vous permet de créer comme une sorte de bloc-notes, mais qui est enrichi. Bloc-notes partagé enrichi vous permet par exemple de dresser quels sont les différents types de projets, un projet, de mettre des images, de faire des liens, de raccourcis, etc. C'est extrêmement pratique à utiliser. Et puis un autre qui s'appelle Airtable, on peut lancer la vidéo, où on va, je sais pas, imaginons que vous ayez une liste soit de choses à faire, ou par exemple de choses à partager, ou de ressources à partager, ou des livres, ou des informations à partager. Eh bien, vous pouvez créer une sorte de base de données qui est très simple effectivement à mettre en œuvre, et après elle est capable aussi de le trier. Ici, bon, évidemment, l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui à disposition énormément d'outils qui sont, lorsqu'on l'utilise à titre personnel, qui sont gratuits et qui vous permettent de faire gagner un temps fou en fait, sans même que vous ayez à programmer. Après, il faut juste faire parfois un peu l'effort de regarder, de creuser un peu le sujet, de voir un peu à quoi ça ressemble. Mais ça signifie que même si on n'a aucune notion en programmation, vous pouvez le réaliser. Et puis après, il y a plein de tutoriels qui permettent d'aider. Et dernier point par rapport à tout ce qui est collaboration, c'est que, mais en fait, vous avez plein d'outils. La question, c'est comment est-ce que vous êtes capable de raccrocher un outil avec un autre. Donc, imaginons alors que vous êtes, je sais pas, vous souhaitez faire une sorte de newsletter ou de communiquer sur les posts, je sais pas, Instagram ou Facebook que vous préférez. Évidemment, lorsque vous devez faire ça, il faut aller sur Facebook, vous likez, et puis après vous regardez les photos, puis après vous le mettez dans un newsletter, etc. En fait, il y a des outils qui permettent d'automatiser l'ensemble des différentes choses ensemble. Donc, par exemple, ici, il y en a plusieurs. Il y a Zapier, Integromat, Workflow. Donc, oui, juste pour reprendre, donc, comme je disais, effectivement, l'idée avec ces outils d'automatisation, c'est qu'on peut très simplement prendre une application, plein d'applications différentes, les connecter les unes aux autres, et après, sans même savoir programmer, en fait, créer des sortes de soins. Ce qu'on appelle les workflows, mais c'est des flux de données. Et là encore, pour vous simplifier la vie. Et l'avantage, encore une fois, c'est que vous gagnez beaucoup de temps, toutes les tâches un peu rébarbatives, un peu administratives. Lorsque vous utilisez ce type d'outil, c'est beaucoup plus rapide. Après, comme toujours, il faut bien sûr vérifier, parce qu'il y a toujours des bugs, il y a toujours des trucs. Donc, il faut aussi suivre ça, et voir s'il n'y a pas d'erreur, parce que sinon, c'est un peu le risque que l'on a. Alors, on va poursuivre. Maintenant, sur la partie plus industrie. Donc, quels sont les différents types de technologies qu'on va utiliser dans le domaine industriel? Alors, le premier exemple, alors on peut lancer la vidéo. Alors ça, c'est Moitensi qui l'a fait avec une entreprise qui s'appelle ITK. Lorsque vous construisez une usine, c'est compliqué parce qu'il faut vous avez des plans en 2 dimensions. Et là, en fait, ça va permettre d'avoir tout le plan en 3 dimensions. Donc, vous le créez, mais en plus, vous avez un casque. Ça vous permet de vous balader à l'intérieur de l'usine et de voir les machines, même les machines qui sont en état de fonctionnement. Donc, vous pouvez très facilement voir potentiellement quelles sont les issues de secours, parce que vous baladez en fait à l'intérieur de l'usine. Vous pouvez voir aussi où est-ce que les produits vont, où est-ce qu'il va y avoir des problèmes en termes de flux, des choses comme ça. Vraiment, l'intérêt de ça, c'est que ça évite de commencer à créer, parce que c'est souvent le problème, on crée, je sais pas, une usine, mais ça pourrait être une usine, mais ça pourrait être un bâtiment, par exemple ce bâtiment-ci ou l'autre. L'avantage, c'est que ça permet très bien, facilement, de se représenter là où on se trouve avec effectivement un casque de réalité virtuelle. Et on a beaucoup plus de facilité, évidemment, de pouvoir se représenter quelque chose lorsqu'on se balade à l'intérieur que si on le regarde un plan, on imagine, ah oui, ça. Donc, ça, c'est vraiment un des outils qu'on va utiliser dans le domaine industriel, mais qui peut utiliser aussi dans le domaine du bâtiment. Alors, ça, c'est un autre exemple aussi dans le domaine industriel. Eh bien, lorsque on va vouloir former quelqu'un, en particulier, une des problématiques, lorsqu'on va falloir former quelqu'un à distance, des techniciens notamment, c'est toujours compliqué parce que si vous le faites, vous lui dites tiens, il faut faire comme ci ou comme ça, c'est compliqué. Donc, ce qui va se passer, c'est que notamment cette solution-là, c'est qu'il va y avoir une sorte de caméra
qui va être mis sur les lunettes. La personne va pouvoir visualiser ici, la personne qui est à distance, donc va pouvoir visualiser exactement ce que l'autre voit. Il va lui dire, bah, tiens, non, tiens, là, il va falloir que tu tournes ici, il va falloir que tu fasses ceci, etc. Et là, notamment dans cette période-ci, c'est assez, enfin, c'est même très utile parce que ça évite de devoir se déplacer à des endroits différents et de pouvoir former à distance. Après, encore une fois, ça signifie que ça ne remplace pas tout. Je veux dire que souvent au début, on a besoin d'une formation physique et c'est important aussi de rencontrer les gens, mais ça peut compléter ce type de formation. Ça, c'est un autre exemple. On va passer la vidéo où ce sont des petits capteurs qui sont très simples à mettre. Il suffit de les plugger comme ça. Par exemple, ici, c'est un capteur de température qu'on va pouvoir mettre directement sur une machine. Et en fait, celle-ci va envoyer directement les informations en termes de température. Et on peut mettre plein d'autres capteurs de ce type-là. Alors, la technique, en fait, c'est assez simple. On utilise, c'est des objets connectés. Ce sont des fréquences libres. Là, ça utilise une technologie qui s'appelle LoRa, qui est libre et qui utilise très peu d'énergie. Et qui utilise d'ailleurs beaucoup moins d'énergie que des solutions comme la 5G, par exemple, et qui, en plus, pour le coup, on n'a pas besoin de payer un abonnement pour y accéder. Et l'intérêt de ça, c'est que directement, vous pouvez connecter n'importe quel type de machine, mais on pourrait tout à fait l'imaginer sur autre chose. On pourrait le mettre sur un réfrigérateur ou autre chose, où on pourrait avoir un capteur de luminosité. Et vous les mettez à certains endroits avec des capteurs qui vont la luminosité, la température ou d'autres éléments, le bruit par exemple. Et vous allez avoir cette information qui va être remontée soit directement au niveau d'une tablette ou d'autre chose, ou alors par exemple ça peut être une box qui va ensuite renvoyer ça par exemple à distance. Là encore, on voit comment on peut utiliser ce type d'outils vraiment pour faciliter la vie, et puis aussi pour surtout pouvoir piloter à distance et visualiser à distance un certain nombre de choses. Alors là, c'est un autre exemple. On va utiliser des drones. On va montrer la vidéo. Alors, avec le son, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre avec le son. Un peu compliqué, surtout qu'après, il faut réduire le bras de nouveau. C'est compliqué. Soit une autre technique, ça c'est pas mal, c'est un drone en fait. C'est un drone qui va être utilisé dans les entrepôts. Donc, c'est la boîte qui s'appelle IC. Et il va scanner, donc il y a une petite caméra qui va scanner l'ensemble des colis et qui va pouvoir ainsi faire l'inventaire automatiquement. Et l'avantage, c'est que voilà, ça le fait automatiquement. Vous n'avez plus besoin de vous balader. Et même si vous avez des palettes qui sont extrêmement hautes, pas de problème, il va être capable effectivement de faire ça. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de programme en fait. On va lui dire, au drone, tiens, va de là à là, etc. Et vérifie. Et puis s'il y a un trou, bah, tu indiques qu'il y a un trou. Et donc toute cette information, ça va le remonter automatiquement. On voit aussi par rapport à ça, notamment en termes de métier, ça signifie aussi que les métiers changent. C'est-à-dire que la personne qui auparavant avait l'habitude de simplement de scanner, bon, qui n'est pas super passionnant, mais c'est un métier comme un autre, ce métier-là, effectivement, il va être plutôt remplacé par des personnes qui sont capables de pouvoir gérer le drone. D'où l'importance aussi de toute la partie formation. De manière générale, c'est un conseil que je donne souvent, c'est si vous voyez que votre métier, il y a peu de variété, c'est beaucoup de répétitions, souvent les mêmes choses que vous faites de jour en jour, eh bien c'est pas mal quand même de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses additionnelles, des choses différentes que je peux faire. Plombier, par exemple, il sera, je pense, quasiment jamais remplacé. Il a une telle variété de choses parce qu'un jour c'est tel problème, grande variété. En revanche, si par exemple, votre métier, c'est plus dans le domaine administratif, mais que je prends l'exemple du comptable. Le comptable, à la fois, c'est un métier qui peut, si vous faites simplement, mettre dans des comptes les transactions, c'est un métier qui va disparaître. Ce métier-là. En revanche, un comptable qui va vraiment apporter une dimension conseil, lui,
pour le coup, il va garder son métier parce qu'une IA ne sera pas capable d'avoir cette relation humaine, d'avoir ce lien avec les personnes. Donc, en fonction de votre métier, alors après, ça va évoluer plus ou moins rapidement, hein, mais en fonction de votre métier, c'est important ou c'est intéressant de se poser la question, okay, est-ce que mon métier, c'est vraiment quelque chose qui est très répétitif ou pas? Et s'il est très répétitif, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que je peux faire pour justement avoir peut-être plus de variété, de variation? Parce qu'à terme, malgré tout, il y a un risque aussi, hein, je vais être très honnête, hein, de perdre son emploi si c'est parce que une IA est capable de le faire, un robot, ça prendra plus de temps, mais peut le faire aussi. Alors ça, c'est un autre exemple aussi. On va pouvoir utiliser notamment donc, les sons. Alors ça s'appelle Aurelia, qui est capable de détecter une signature de son. Et en fonction de cette signature de son, on va pouvoir, par exemple, hein, dire bah, tiens, il y a une panne. Notamment, et c'était des générateurs EDF hein, auparavant, ça coûtait très cher. Et il y avait une personne qui, toute la journée, devait écouter le son, parce que dans 99% des cas, il n'y avait aucun problème. Mais s'il y avait un tout petit son qui posait problème, à ce moment-là, il fallait être extrêmement attentif et alerté. Et là, ils ont mis en place un système où il y a un système d'intelligence artificielle qui est capable vraiment de capter les anomalies de son et ensuite de les transformer en alerte, ce qui évite à une personne d'écouter toute la journée ces sons-là et d'être alerté que lorsque c'est nécessaire, en fait. C'est ça aussi l'intérêt. C'est vraiment, notamment l'IA qui est utilisée ici, ça sert vraiment à éliminer les tâches qui sont très répétitives, qui sont toujours les mêmes, et plutôt pour que les personnes puissent se focaliser sur les choses qui ont de la valeur. Alors ça, c'est un autre exemple aussi, parce que toutes ces technologies, hein, évidemment, si vous avez des capteurs partout, c'est pas mobile. Eh bien, il y a aussi la possibilité de marier à la fois des caméras, l'intelligence artificielle sur des robots. Donc, vous allez avoir un petit robot qui va pouvoir, alors c'est un exemple, il peut avoir une caméra thermique ou un autre système qui va se balader en fait dans les allées hein, et qui va pouvoir directement associer sur la température, remonter ces informations, etc. Donc, ce qui évite évidemment de devoir déplacer chaque fois les équipements. Et donc, c'est une sorte de capteur un multicapteur qui est capable de faire ça. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qui est toute la partie créativité. Alors là, qui est plus le cœur du sujet aussi. Hein, donc, on va avancer. Hein. Alors, ici, je vous l'ai montré un petit peu au début, hein, mais on a la capacité avec l'intelligence artificielle de coloriser des images. Vous avez certainement entendu parler de ça. Alors là, peut-être j'ai une question à vous poser. Hein, c'est, à votre avis, hein, comment est-ce que cette IA est capable de coloriser hein? C'est quelqu'un qui peut me dire comment est-ce que, selon vous, on arrive à transformer, je sais pas, tel ou tel type de... Oui. Oui. Effectivement, alors ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement prendre, par exemple, un certain dégradé de couleur et puis après le transformer en une autre couleur. Le seul point auquel il faut faire attention, imaginons l'image hein, qui est au-dessus, quand on va la coloriser, en fait, c'est peut-être pas du tout les bonnes images, pardon, les bonnes couleurs, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on va dire, bah, tiens, ici, donc il va y avoir une intelligence artificielle qui dit, tiens, ça c'est de l'herbe, je sais qu'ailleurs, l'herbe en général, ça a telle couleur, donc je vais appliquer cette couleur de vert-là. Ou tiens, et d'ailleurs il y a des recherches qui sont faites hein, par des historiens qui vont dire, ah tiens, les personnes qui avaient tel ou tel type de robe en 1900 ou pantalon en 1900, je sais pas, en 1910, ils étaient de tel ou tel type de couleur. Donc, comme c'est un pantalon, c'est tel type de personne, ça doit être telle couleur, etc. Mais peut-être que ce n'est pas du tout la bonne couleur. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a souvent il y a des débats sur la colorisation. Parce qu'en réalité, en fait, on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment la bonne couleur. En fait. Et donc, peut-être qu'en fait, on falsifie complètement le terme. Alors, en général, ce n'est pas complètement à côté de la plaque. C'est vrai que c'est vrai, le fait de voir aussi des choses en couleur, ça permet aux personnes d'accéder à certaines choses, ça donne plus envie de les regarder. Hein. Mais il faut quand même se rendre compte que en fait, l'IA fait simplement, c'est une sorte de traducteur qui dit bon, telle couleur sur base de tel ou tel type d'information, c'est peut-être celle-là a priori, mais c'est peut-être pas du tout ça. Hein. Donc là aussi, il peut y avoir des erreurs par rapport à ça. Alors ça, c'est un autre exemple. Eh bien, on va utiliser, donc on a une couleur, enfin une photo de jour,
Et c'est l'intelligence artificielle qui va le faire comme si c'était de nuit. Et qui va vraiment faire ça, on va avoir vraiment l'impression que c'est effectivement la bonne couleur. Alors évidemment, ça permet alors, évidemment, si vous voulez faire un truc sur Instagram en disant ouais, j'ai un superbe coucher de soleil à tel endroit, alors que vous y étiez durant la journée parce que vous deviez partir avant, vous pourrez faire ça par exemple. Mais je pense que c'est surtout utilisé dans les films notamment. Donc pour donner des impressions à tel ou tel type de moment. Et ça permet de jouer véritablement là-dessus. Après, bien évidemment, c'est comme toute chose, comme toute technologie, ça permet aussi de tromper les gens, de faire des fakes, des images, ce qu'on appelle deepfake, on en parlera après, mais des images en fait qui sont complètement détournées aussi. Donc, c'est un avantage et l'inconvénient. Alors là, c'est un autre exemple que je vais montrer d'ailleurs au début. Donc, on a pris une image. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on va utiliser deux intelligences artificielles. Une première qui va comprendre, enfin, qui va voir en fait le dessin. Et après, on va lui demander, entre guillemets, de détecter ou de synthétiser, entre guillemets, le style, par exemple, de Van Gogh, aussi de Picasso. On va lui dire, bah, tiens, applique ce style-là à telle image. Et après, fais-en une autre. Donc, vous voyez que c'est complètement différent et c'est intéressant parce que ça vous permet, après, je vous montre un exemple, d'ailleurs, ça peut donner un certain nombre d'idées en disant, tiens, bah, si on peut prendre aussi l'exemple d'un tableau d'un tel, de Van Gogh, et puis la version Picasso, puis inversement, qu'est-ce que ça donnerait? Mais ça permet de découvrir un certain nombre de choses. Alors là, j'ai pris un exemple particulier. Alors ça peut-être vous rappelle quelque chose. Alors ça, c'était le premier match, donc c'était pas, c'était pas le dernier contre la Suisse. Et on va passer pour la suivante. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec ce tableau-là, avec un tableau de Kandinsky. Vous allez voir ce que ça donne. On va passer à la suite. Alors ça, c'est l'image. Et on va passer à la suite. Et voilà, ça, c'est l'image qu'on a juste après. Et ça donne pas trop mal. Enfin, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, pas mal. Enfin, ça a du style, quoi. Et ça m'est pris 3 secondes. C'est un outil qui permet de le faire. Et vous pouvez, je pense qu'il va y avoir sans doute des personnes qui vont imaginer créer de ces types et vont gagner énormément d'argent, pourquoi pas en disant ouais, j'ai fait une œuvre originale, en fait il a pris 3 secondes pour pouvoir le faire. Et après ce que j'ai fait, c'est on passe juste à l'élément qui suit. Donc là j'ai changé un peu l'image et c'est ça aussi que je voulais expliquer. Bon là j'ai fait une sorte de détourage, pas détourage mais j'ai recopié, etc. un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que faut bien se rendre compte que lorsqu'on va utiliser ce type d'outils, en fait dans plein de cas, il va y avoir beaucoup de choses qui ressemblent à rien. Et 2, c'est aussi à nous de nous réapproprier ces images et de les faire autrement. Par exemple, dans l'image, si on regarde juste l'image précédente, on revient juste en avant. Voilà, là, on ne voyait pas très bien le buteur. Je crois que c'était pas très joli parce qu'il était tout en blanc. Et après, derrière, pour le ligne de but, vous voyez, on ne voyait pas. Je crois que c'était assez moche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 3 secondes, je l'ai mis là-dessus. Et après, je me suis dit, tiens, mais peut-être que je pourrais faire autre chose. Et donc, peut-être que je ferai encore autre chose. Et donc, c'est là aussi que c'est important, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour devenir créatif, ouvrir de nouvelles choses et puis rebondir sans cesse sur d'autres choses. Alors ça, c'est un autre exemple où on va demander, c'est un outil, on va dire, bah, tiens, je voudrais avoir une horloge qui a par exemple la forme d'un glacier ou qui a la forme ou qui ressemble à un avocat. Donc, qui peut être complètement fou, mais là, l'intelligence artificielle va, parce que je l'ai fait comme ça, les a complètement créés. Donc, imaginons, je vais donner un autre exemple, imaginons que vous êtes une entreprise, vous dites, tiens, allez, cette fois-ci, on va faire comme thème, j'en sais rien, la banane, ou j'en sais rien, vous voudrez avoir des sièges style, je sais pas, égyptien ou autre chose, ou pharaon, peu importe. Eh bien, vous pourriez appliquer les deux, prendre une image, par exemple, de chaise ou d'horloge ou autre chose, appliquer un style, je sais pas, l'Égypte, par exemple, ou autre chose. Et là, vous verriez plein de déclinaisons potentielles de ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous reprendrez exactement ça, mais vous allez dire, tiens, ça, c'est pas bête, je peux prendre ça avec ça, puis je fais ça et ça, etc. Et puis après, vous créez vous-même, comment dire, le siège ou autre chose. Encore une fois, pour moi, c'est un point vraiment qui est important, c'est comment est-ce qu'on parvient à utiliser l'intelligence artificielle pour faire découvrir de nouvelles choses. Mais on voit que c'est très simple. Et après, derrière, il y a aussi une chose, parce qu'il faut avoir un peu l'esprit critique, parce que quand on voit ça, vous savez, c'est un petit peu comme, comment dire, quand les premiers conquistadors allaient en Amérique et ils présentaient en fait des éléments, des bouts en verre et puis qu'ils recevaient de l'or.
je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, tiens, j'ai fait ça. Les gens disent, waouh, extraordinaire, magnifique, etc. Mais sauf que la personne, comme elle sait très bien utiliser un certain nombre d'outils qui prend très peu de temps, hein, eh bien, va pouvoir effectivement le vendre et puis bah, vous allez peut-être l'acheter ou croire que c'est extraordinaire, alors qu'en réalité, c'est très simple. Donc, c'est pour ça aussi que le fait de savoir ce type d'outils, hein, bah, ça vous permet aussi d'avoir un peu un esprit critique et puis après d'essayer de creuser, comprendre comment la personne l'a eu. Puis après, il y a aussi une différence à faire entre la créativité enfin, d'une personne avec la créativité enfin, d'une IA. Parce que, encore une fois, quand on est créatif, c'est une démarche. Si par exemple je fais juste, je prends un élément et puis un autre élément, pouf, et puis je l'envoie, bah, c'est pas la même chose si, c'est un exemple que je donne parfois en termes de créativité. C'est Malevich, hein, qui a un peintre qui fait notamment pas mal de monochrome. Si par exemple, c'est une personne qui, c'est pas la même chose qu'une personne qui veut dire tiens, je fais un truc en noir et pouf, tiens, je le vends, ou quelqu'un qui a vraiment fait un travail tout le long de sa vie par rapport à ça et qui présente qu'il y a une histoire derrière. Et ça, une intelligence artificielle ne l'a pas. Mais ça, le sens, parce qu'il y a l'œuvre, est-ce que c'est beau, c'est pas beau, est-ce que ça me plaît ou pas, ça me touche. Et puis après aussi le sens qu'on donne à l'œuvre elle-même. Et ça, je pense que c'est aussi très important hein, de le voir, mais je pense qu'il va y avoir une période où il y a un certain nombre de personnes qui vont se faire avoir en disant quelque chose d'extraordinaire alors que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, ça, c'est un exemple. On va le mettre en grand écran. Ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Hein. Alors, on ne va peut-être pas entendre le son, mais ce n'est pas très grave. Vous savez qui est l'acteur attends, c'est. Oui, je ne sais plus, c'est Total Recall, j'ai oublié moi. Ouais, Terminator, pardon, ouais, c'est Terminator. C'est Arnold. Mais il ressemble pas à Arnold Schwarzenegger, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, il ressemble à qui hein. Bah oui. Et en fait, c'est assez crédible. Hein. En fait, on a vraiment l'impression que c'est Sylvester Stallone qui joue. Alors, il y a certains moments, si on regarde bien, on se dit non, non, il y a un truc qui cloche. Mais on a vraiment l'impression comment dire, de ça. Et on a vraiment l'impression. Et alors, ce qui se passe, c'est assez saisissant, hein, parce que c'est là aussi qu'on parle de deepfake. Hein. Maintenant, ça devient assez simple de prendre une personne et puis après de lui appliquer tel ou tel type de choses, hein, de prendre une image et puis de le changer. D'ailleurs, c'est plusieurs je dirais, anecdotes par rapport à ça. Il y a notamment, c'est un acteur qui a eu pas mal de déboires enfin, voilà, pour un certain nombre de raisons, notamment liées à MeToo, hein, qui s'appelle Kevin Spacey, hein, qui a fait un film. Et quand c'est sorti, hein, c'est Ridley Scott qui a sorti le film avec lui. En fait, ils ont dit non, c'est juste pas possible, on va pas pouvoir faire le film avec toi. Donc ils ont pris un autre acteur. Et cet acteur-là, il a peut-être joué peut-être 2-3 semaines, hein, et c'est un acteur anglais. Hein. Et puis tous les autres images qui ont été faites avant, en fait, on a juste changé le visage. On a remplacé le visage de Kevin Spacey avec cet acteur anglais, qui était d'ailleurs très bon, hein, mais bon, peu importe. Et donc là, on l'a complètement remplacé l'un par l'autre, ce qui est d'ailleurs un peu perturbant, hein, parce que on pourrait très bien imaginer hein, que plus tard, il y a un certain nombre de films où les gens ont une licence sur leur propre visage. Je crois que c'est Fast and Furious, alors ça c'est un peu particulier, mais il y a l'acteur principal qui est décédé, hein, et c'est son frère qui a fait un certain nombre de scènes finales, et en fait on a mis le visage évidemment du comédien qui est décédé. Mais de l'autre côté, on pourrait imaginer, j'en sais rien, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a Brad Pitt qui dit, bon bah écoute, je fais pas le film, en revanche, c'est un autre acteur qui le fait, et puis grosso modo, il y a à peu près peut-être pour simplifier les choses, on va prendre la même carrure, et puis derrière, en fait, j'accorde une licence à l'utilisation de mon visage. Et d'ailleurs, ça va aussi loin qu'il y a Robin Williams qui, lui, a demandé dans son testament qu'aucun film ne soit fait avec son image pendant 70 ans, parce qu'il avait conscience que potentiellement on pourrait utiliser son visage pour d'autres films. Donc voilà, ça montre un peu la perspective qu'il peut y avoir. Alors ça, justement, ça c'est une œuvre d'art, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une œuvre d'art qui a été réalisée, qui a été vendue, je ne sais pas, une vingtaine de millions au Christie's, qui est un peu une œuvre d'art, entre guillemets, qui a été faite par une intelligence artificielle. Bon, je trouve qu'elle n'est pas très jolie, je crois que c'est Edmond, le nom de ça. Mais au début, ça fait énormément de buzz. Je ne sais pas si ça date, mais il y a un temps,
lorsqu'on faisait des bijoux en aluminium, ça valait beaucoup d'argent. Mais au tout début, qu'on commence, et puis après, ça n'a plus du tout aucune valeur. Bah, à mon avis, ça arrivera la même chose pour lui, alors, à voir. Mais encore une fois, hein, c'est important de se dire, là, effectivement, il y a une phase un peu intermédiaire avec l'arrivée de nouvelles œuvres d'art. Après, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'une personne est capable d'apporter aussi soi-même sa propre sensibilité. Alors là, c'est un. Alors, je ne sais pas si on va entendre le son, parce qu'à mon avis, c'est. Allez-y, lancez la vidéo, mais je vais vous l'expliquer sinon. C'était à Vivatech, parce que je suis intervenu à Vivatech. Et donc là, c'est André Manoukian. Et ce qu'il a fait, c'est qu'au départ, il a transformé, il a simplement dit Vivatech, hein, je ne sais pas si vous savez, mais en anglais, enfin, dans le monde anglo-saxon, on peut transformer en fait les lettres. Enfin, les notes, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, c'est A, B, C, D, F, E, J. Enfin, et après, ce qui se passe, c'est que si on fait ça pour l'ensemble des lettres de l'alphabet, on est capable de faire une musique, en fait, ou une suite de sonorités. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Vivatech, et il a transformé ça en première mélodie, et au fur et à mesure, enfin, on pourra voir après, mais c'est dommage qu'on n'entende pas, mais en fait, il a demandé à une intelligence artificielle de composer un premier numéro en fait de ça, qui est assez basique. Et là encore aussi, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, il a demandé donc à une personne, on ne voit pas très bien, mais il y a une personne en fait qui est en train de chanter, et puis un orchestre ensuite qui l'a accompagné, ce qui a fait vraiment qu'à partir de quelques éléments qui sont donnés par l'intelligence artificielle, on a réussi à l'augmenter, mais c'est une augmentation entre guillemets humaine. C'est pas l'IA qui augmente, mais au contraire, c'est l'être humain qui augmente à partir de premières briques toutes simples d'intelligence artificielle. Alors là, on va pas le voir, mais c'est un, voilà. C'est un film. Je vais en parler aussi rapidement parce que c'est un film, c'est une partie d'un film qui m'a pas mal touché. C'est Her. C'est en fait quelqu'un qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et là, cette scène-là, pourquoi elle est touchante? Parce que cette IA, qui, entre guillemets, alors je ne dirais pas qu'elle est tombée amoureuse parce que ça n'a aucun sens, mais qui, entre guillemets, perçoit un certain nombre de choses, donc il y a une relation, et puis l'IA lui dit, écoute, tu sais, maintenant, je vais tellement vite qu'entre... je vais tellement vite que entre chaque seconde, quand toi tu réfléchis une seconde, moi il m'arrive plein de choses entre une seconde pour un ordinateur ou pour une IA, et une autre seconde, en fait, il faut bien se rendre compte que la fréquence ou la vitesse à laquelle il calcule est beaucoup plus rapide que nous. Donc la perception du temps est complètement différente pour cette entre guillemets intelligence artificielle que pour nous. Et donc à un moment dans cette partie-là, ce qu'elle dit, c'est écoute, oui, effectivement, entre guillemets, alors c'est fake, mais il dit voilà, oui, je suis rattaché à toi, mais entre chaque seconde, il se passe tellement de choses et j'ai l'impression que c'est une éternité entre chaque seconde, alors que pour lui, chaque seconde, c'est juste chaque seconde. Et donc, c'est intéressant de voir la différence de perception qu'on pourrait avoir entre les deux. Alors, évidemment, c'est un peu de la prospective, et puis après, derrière, par rapport à ça, c'est un point aussi qu'il faut se dire, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut, analyser vos émotions, elle peut simuler des émotions, et comme elle peut simuler des émotions, vous pouvez avoir l'impression qu'elle a des émotions. Vous percevez des émotions alors qu'en fait, elle n'a rien du tout. Mais ça peut devenir extrêmement troublant. Et notamment, on le voit par exemple avec parfois des robots, des petits robots qui peuvent être utilisés, notamment il y a pas mal de robots qui sont utilisés notamment avec des personnes qui sont autistes. Et il y a un attachement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Si ça leur permet d'évoluer, c'est une bonne chose. Après, bien sûr, il faut faire attention parce que c'est qu'une béquille, ça ne suffit pas. Et donc, il y a aussi ce lien. Parfois, on perd un peu, il y a une sorte de confusion, on peut avoir une confusion entre les deux. Donc, on voit, c'est intéressant de voir. Alors, juste maintenant, la présentation est terminée, mais et après, je vous laisserai passer, on pourrait passer à toutes les questions que vous souhaitez. Mais c'est de se dire, en fait, il y a à la fois énormément pour l'intelligence artificielle d'avantages, d'intérêt, ça apporte énormément de choses. Mais de l'autre côté, il y a aussi des risques, surtout si on se repose dessus et si on perd sur notre esprit critique. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis ravi pour poursuivre nos échanges par la suite.
Merci. Merci Dimitri. Merci pour ton intervention. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce premier/dernier événement avant les vacances de Louvre-Lens-Vallée. Cet événement, il a été réalisé dans le cadre d'Interreg. Vous avez dû voir passer ça sur le nom de l'événement. Interreg, c'est un projet transfrontalier où on retrouve la France, bien évidemment, les Hauts-de-France, la Flandre et la Wallonie, qui accompagnent des porteurs de projets pour leur permettre de développer des solutions, voilà, en leur proposant d'être accompagnés par un pool d'acteurs sur les 3 versants. Et en fait, ce projet, si vous avez aimé la conférence d'aujourd'hui, on vous propose de nous rejoindre le 7 et le 8 octobre prochain à Mons. On organise un événement qui est un forum final de ce projet, la clôture de 5 ans d'accompagnement. Donc sur 2 jours, la première journée qui sera en faveur des entreprises. Donc vous avez des rencontres B2B, vous avez des sprints de créativité, vous avez des masterclass et bien évidemment des visites aussi d'entreprises, d'usines en fait, 4.0 sur le territoire belge. Et la deuxième journée qui est dédiée grand public, mais sur laquelle vous êtes bien entendu les bienvenus aussi. Là, vous pourrez voir des expos, des masterclass, des conférences et l'exposition de tous les projets qui ont été accompagnés par C2L3 Play pendant ces 5 ans. Donc voilà, on espère qu'on vous verra à ce moment-là. Si vous avez des questions pendant le petit verre que je vous invite à prendre maintenant, je vous inviterai à vous rapprocher de Juliette qui se cache au fond de la salle et qui s'occupe de la communication du projet. Et encore merci d'avoir été là et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances, peut-être aujourd'hui. Et puis je vous invite à passer juste derrière l'écran où on a des super barmen qui vont vous sustenter. Merci beaucoup.